Bonjour, bonjour à tous. C'est un visage, c'est un destin, celui d'un jeune Français parti combattre dans une guerre qui n'était pas la sienne. Une de nos équipes l'avait rencontré en 1991, au début des hostilités entre Serbes et Croates en ex-Yougoslavie. Il avait 25 ans et il s'appelait Jean-Michel. Alors, je me suis dit, on va bouger un peu. Ça faisait longtemps de toute façon que j'avais envie de bouger. C'est pas tellement pour des raisons politiques. Le front n'est pas en face, il est partout. Vous avancez sur une route calme et vous mourrez. C'est ce qui a coûté la vie à ce garde croate. Vous avez un gilet pare-balles? Non. Hein? Non. Moi, de toute façon, j'ai ma conscience pour moi, quoi qu'il arrive. Jean-Michel, lui aussi, a été victime de cette guerre. Il est même devenu un héros en Croatie aujourd'hui. Nous avons retracé son parcours, son histoire, celle d'un garçon de Vesoul pris dans le fracas des armes. Regardez. « 18 novembre 2012. Nous sommes à Vukovar, en Croatie. Comme chaque année, des milliers de Croates ont fait le déplacement pour commémorer la chute de la ville et le sacrifice de ses habitants. Vukovar, première d'une longue liste de cités martyrs, telles que Sarajevo, Mostar, Srebrenica, toutes ravagées par la guerre en ex-Yougoslavie. C'était il y a 22 ans, et cette bataille marquait l'escalade d'un conflit qui, en 10 ans, fera plus de 220 000 morts et près d'1 million de réfugiés. Lorsque les Croates commémorent Vukovar, c'est le pays tout entier qui se recueille. Les officiels se bousculent, les vétérans défilent, et les mères en deuil viennent pleurer leurs fils. Parmi elles, une Française. J'essaie d'apprendre le croate, mais très difficile. Tuzak croate. Liliane aussi a perdu un fils au cours de cette guerre. Jean-Michel, 25 ans, engagé volontaire aux côtés des Croates. Pour moi, Jean-Michel, ça n'est pas un héros. Il avait choisi de venir en tant que combattant, donc il est allé jusqu'au bout, c'était son choix. Voilà. Mais je suis fière, bien sûr. Je suis heureuse que les Croates se souviennent de lui tout de même. Ce qui n'a pas été le cas en France, puisque en France, personne... Si, Jean-Michel passe pour un facho. Il avait choisi le mauvais camp. Voilà. Héros ou facho? Qui est ce Français devenu pour les Croates un symbole de la résistance, une figure de la guerre d'indépendance? Pourquoi s'était-il engagé à leur côté? En 1991, envoyé spécial l'avait rencontré par hasard dans un petit village au sud de Zagreb. Joe? Wait a minute, I'm going to... You speak in French? Yeah. Oui, français. Impec. Vous êtes de quelle région? L'Est de la France. Ouais. Côté de Besançon, Vesoul. Non, ici, c'est vrai, il le mérite. Mais ça vous a pris comment d'un seul coup? Ouais. J'avais déjà envie de venir et puis je me suis dit on va bien voir. C'était plus pour franchement, c'était plus pour l'action. Vous avez quel âge? 25. 25. Vous étiez pas chômeur, Non. non, je travaillais aussi dans la sécurité, mais comme il y a eu la crise du Golfe, je bossais pour un prince arabe et puis il est parvenu. Alors je me suis dit on va bouger un peu. Ça faisait longtemps de toute façon que j'avais envie de bouger. On va recommencer. Sans attache avec la Croatie, il avait découvert ce conflit à la télévision et avait décidé sur un coup de tête de partir se battre pour l'indépendance des Croates contre les Serbes. Ils ont le courage, hein, ils sont peut-être... C'est vrai que quand je regardais la télévision, ils mettaient qu'ils étaient peut-être mal entraînés, mal équipés. Là, ça commence à peut-être être un peu mieux, mais... Ils sont capables, en tout cas, ils n'ont pas peur. À l'époque du tournage, Jean-Michel était basé dans une zone épargnée par les combats. Mais lui et son unité ne tarderaient pas à être envoyés au front. Un mois plus tard, c'est à Vukovar, écrasé par les bombes serbes, qu'une autre équipe de télévision française le retrouvait. Blessé et bientôt prisonnier, Jean-Michel avait été rattrapé par la guerre, ses horreurs
et les exactions des troupes serbes. Ils arrivent dans les villages, ils tuent tous les hommes, prennent les femmes avec eux. Vous l'avez vu, ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Dans les petits villages aux alentours de Vukovar. Et alors là, vous retournez en France, vous allez vous rebattre aux côtés des Croates? Là, je vais déjà retourner sur Zagreb, voir si c'est OK. Et après, ouais, je pense. Je verrai bien. Peut-être je rentrerai en France quelques temps pour voir ma famille, parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de moi. Mais ouais, je pense retourner en France. Je vous l'ai dit, je suis ici pour le meilleur. Et puis, pour le meilleur, pour le pire. On arrête 5 minutes. Mais l'interview ne reprit jamais. Les Serbes ont envahi l'hôpital, Jean-Michel et 264 autres prisonniers sont amenés quelques heures plus tard vers une destination inconnue. Ces images sont les dernières de lui. Qui a tué Jean-Michel Nicolier? Dans quelles circonstances? Où est son corps? Depuis 22 ans, sa mère Liliane et son frère Paul cherchent désespérément des réponses. Nous allons les accompagner dans leurs recherches. Et là, nous allons là où l'histoire de Jean-Michel avec la Croatie a commencé, les combats. Ils habitaient chez une dame qui avait une ferme. Et cette dame, je me souviens l'avoir vue dans Envoyé spécial, qui leur servait à boire ou à manger. Oui, c'est le premier lieu après Zagreb où ils ont été envoyés. Le village s'appelle Meashkoselo. Liliane et Paul sont attendus par ces deux hommes, tous deux vétérans. Il a du mal à marcher, Oui, il a sauté sur une mine. Lui. Ah oui? Ouais. Igor et Davor ont combattu aux côtés de Jean-Michel, du premier au dernier jour. Liliane les rencontre aujourd'hui pour la première fois. Nada est la fille de la fermière qui hébergeait Jean-Michel et ses compagnons d'armes. Elle n'a jamais pu oublier le français. C'est comme ça. Les lieux n'ont pas changé depuis notre précédent reportage, il y a 22 ans. Jean-Michel a donc vécu ici ses premières semaines en tant que soldat, loin du tumulte de la ligne de front. C'est là que vous dormiez, que vous étiez, Jean-Michel, vous, puis les autres. Davor et Domagoy, oui. Dans cette pièce là-haut. On a dormi là-haut avec Jean le premier mois, quand on est arrivé de Zagreb pour défendre ce village. Jusqu'à notre départ pour Vukovar. Au total, Jean-Michel aura passé 3 semaines dans cette ferme. L'interview avec Jean-Michel était filmée ici, devant la maison. Je me souviens quand on s'est dit au revoir, un combattant m'avait dit « On va pas pleurer maintenant, on va tous revenir de Vukovar ». Nous avons seulement des beaux souvenirs de cet endroit. On nettoyait les fusils, on montait la garde, on jouait aux cartes. On plaisantait. Oui, moi je le percevais comme ça aussi, d'après les quelques photos. Toujours un grand sourire, décontracté, quoi. Lorsqu'il lui parlait au téléphone, Jean-Michel ne cachait rien à sa mère de sa vie de soldat et de certaines de ses rencontres. Il me parlait d'une jeune fille qui s'appelait Solange. Hein? Et puis en riant, je lui ai dit, mais tu peux pas t'empêcher de draguer. Il m'a dit, elle m'apprend le croate. Voilà, Solange. Et j'aurais voulu savoir ce qu'était devenue cette jeune fille, si elle s'en était échappée. Je ne sais pas, on n'a gardé aucun contact. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Il y avait aussi une fille, Blanca. Mais je pense qu'il a eu plusieurs petites amies. Il est un garçon vraiment très charmant. Lorsque vous les entendez dire que Jean-Michel était toujours joyeux, souriant, de bonne humeur, on s'attend peut-être à ce que, quand il vient ici, il y ait de la gravité, il y ait de l'émotion. Non, non, non. Moi, je l'ai senti heureux au téléphone. Ce n'était plus le même garçon qui était assez renfermé, qui parlait très peu. Il avait trouvé sa voie, je pense. Jean et sa maman, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Même visage, même geste, même façon de parler. Une ressemblance incroyable. Les mêmes.
À la demande des vétérans, nous visionnons ensemble les images tournées ici même, il y a 22 ans. Comme autrefois, tout le monde est réuni autour de la table de la cuisine. Voilà Chego. Oui, oui, c'est ici dans la cuisine, là-haut. Il y avait Chego, Vujacic, Domagoj et Jean. C'était ici, dans la petite cuisine derrière. C'est une zastava, fabrication yougoslave. Ah, c'est celle-là, ça va, pratique. Enfin, quand j'ai la lunette, c'est bon. L'engagement de Jean-Michel a-t-il surpris ses camarades à l'époque? Ont-ils cherché à le convaincre de rentrer chez lui, de fuir cette guerre qui n'était pas la sienne? Non, bien au contraire. On lui était reconnaissant d'être venu nous aider ici. On savait d'où il venait. On savait aussi qu'il n'avait aucun rapport avec ce pays et que c'était sa première fois en Croatie. Donc, on ne pouvait qu'apprécier qu'il soit là pour nous aider et qu'il soit resté avec nous à Vukovar jusqu'au dernier jour. C'était un étranger, c'était un garçon venu d'ailleurs, qui n'avait rien à voir avec tout cela, mais qui a tout de même compris au fond de lui que ces gens souffraient et qu'ils avaient besoin d'aide. C'était un grand geste de sa part. Il s'était identifié avec ses camarades, qui combattaient pour défendre leur pays. C'était un grand geste. C'était un geste d'une grande humanité. Ça, c'était Jean. Mais qui était vraiment Jean-Michel Nicollier? Et pourquoi avait-il choisi de prendre les armes aux côtés des Croates, quitte à y laisser sa vie? Jean-Michel est né ici, à Vesoul, petite ville de l'Est de la France. Il était l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Sa mère les a élevés seuls. Son père, condamné dans des affaires de vol et d'escroquerie, ne s'est jamais occupé de ses fils. Nous avons retrouvé l'un de ses amis les plus proches, Jean-Christophe. Ils se sont rencontrés à l'âge de 7 ans, au pied de ces tours. C'est l'immeuble là-bas où il habitait. Et voilà, on se retrouvait tous ensemble, on était une trentaine ou quarantaine. C'était la guerre des boutons, hein. Donc l'immeuble là contre l'immeuble là, au début, l'immeuble là contre l'immeuble là, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Jean-Michel n'était pas un bon élève, mais c'était un enfant qui s'intéressait au monde qui l'entourait. Dans cette époque-là, tout de suite, il montrait des intérêts différents des nôtres, quoi. Il parlait de politique, il s'intéressait aux différents conflits. Je me rappelle, on avait 10-12 ans, on ouvrait le journal. Après le journal télévisé, on regardait ça ensemble. Et puis il y avait le conflit israélo-palestinien. Et puis il se sentait déjà un petit peu concerné. Il essayait de comprendre comment ça se passait. Les conflits armés fascinaient Jean-Michel. Après avoir quitté l'école à 16 ans, il a tenté quelques mois plus tard de passer les sélections d'entrée au premier RPIMA, les commandos d'élite des parachutistes. Mais ce fut un échec, en raison de son impréparation et de problèmes physiques. Le jeune homme est obligé d'enchaîner les petits boulots avant de devenir agent de sécurité. Pour Jean-Christophe et Manu, un autre ami d'enfance de Jean-Michel, la guerre en Croatie lui a offert l'occasion de partir à l'aventure. Il savait qu'il y avait un conflit, que ça se passait mal pour les Croates. Il voulait les aider. Il ne supportait pas que ça se passe probablement en Europe. C'était à portée de main. Ce n'était pas un de ces conflits qu'on discutait ou dont on discutait avant, qui se passe dans le Moyen-Orient ou autre. Là, c'était à portée de main. C'est 4 heures de train, 5 heures de train d'où il habite, quoi. Quand il est parti, c'est vrai, moi je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu connais pas le conflit, tu connais pas le terrain, tu connais... tu vas t'engager, c'est bien, c'est au niveau du cœur, de toute façon Jean-Mi, il a toujours eu un cœur énorme, donc voilà. Mais après, à part ça, il fallait quand même, il fallait oser, quoi. Il fallait oser aller là-bas, dans un conflit qui n'est pas le tien, où tu n'as pas forcément toutes les données pour comprendre le conflit. C'est pas évident, quoi. Je veux dire, Ses amis ont essayé de le dissuader de partir, en vain. C'est la faute de Jean-Mi. Sa mère non plus n'a pas pu le convaincre de rester. Il me disait, tu vois ça, je vais partir. Et je lui disais, non, écoute, on a déjà suffisamment de problèmes familiaux, tu restes là, ta place est ici.
Voilà, mais il me parlait toujours de la Croatie. Et après, là, le fameux jour où il a voulu partir, ça doit être un jeudi. Puis il m'a dit, je pars en Croatie. Il me dit, tu peux me dire tout ce que tu veux, je pars. Et puis après, je dis, ben, prends soin de toi parce que tu sais que... Il me dit, oui, il est parti, il m'a embrassé. Puis toujours avec ce sourire, vous savez, ce beau sourire. Et il m'a dit, mais tu sais bien que les mauvaises herbes, elles ne meurent jamais. Parce que quand j'étais en colère après eux, je leur disais, je vous méprise. Je leur parlais plus. Je vous méprise, ou alors vous êtes des mauvaises herbes. Et il est parti d'un côté, et moi je suis partie à mon bureau. C'est la dernière fois que Liliane a vu son fils. Jean-Michel est monté dans un bus pour Zagreb avec quelques centaines de francs dans les poches. Il n'avait aucun contact sur place. À son arrivée, il s'est engagé dans la première unité de combat qui a bien voulu de lui. Je suis arrivé à la gare. T'es arrivé à Zagreb? Voilà, à la gare. Je m'étais fixé comme objectif de m'enrôler, puis c'est tout. Et puis, je suis sorti de la gare, j'ai demandé. Enfin, je suis allé à la formation, personne ne parlait anglais, enfin, c'était le gros bordel. Puis, après, j'ai demandé où était le poste de police. Les policiers l'ont orienté vers un bureau de recrutement. Jean-Michel, qui ne connaissait pas le pays et n'en parlait pas la langue, s'est enrôlé dans un groupe paramilitaire controversé, le ROS, dont la devise était « Prêt pour la patrie ». Une minorité de membres du ROS se réclamait alors ouvertement de l'extrême droite. À l'époque, notre équipe avait signalé la présence de 2 Français qui revendiquaient leur idéologie nazie. Ils avaient été blessés au combat. Interrogé sur ses motivations politiques, Jean-Michel s'était montré très clair. On a lu qu'il y en avait qui faisaient ça pour des raisons politiques, néo-nazis, etc. Non. J'ai lu ça dans le monde. Non, on peut faire ça pour des raisons politiques. Pour la liberté, par exemple, pour l'Europe. Mais enfin, moi, je sais que pour moi, si je suis venu ici, c'était pas pour des raisons politiques. Je connaissais pas exactement les gens qui vivaient ici. Je pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir exactement pourquoi ils se battaient. Mais de toute façon, je serais arrivé ici, je me serais retrouvé avec une bande de néo-nazis, je me serais cassé. Malgré ces déclarations, une polémique éclata en France après la diffusion du reportage et surtout après la disparition de Jean-Michel. L'extrême droite et sa presse firent de Jean-Michel un héros. Des élus du Front National demandèrent à l'Europe d'intervenir pour le retrouver. Insupportable pour Liliane, qui cria à la récupération politique à 2 mois des élections régionales. Je ne veux en aucun cas que le Front National récupère sa disparition, parce que je suis persuadée que le Front National n'en a rien à faire de la disparition de Jean-Michel. Il s'en fiche complètement, mais il voit les élections approcher, le 22 mars arrive, et ils se font une pub, ils se font de la publicité sur le dos de Jean-Michel, et ça, je ne le veux pas. Point final. Tu n'étais pas là quand cette photo a été prise. Il a son boson. 22 ans plus tard, la version de Liliane n'a pas varié. Son fils n'a jamais été d'extrême droite. Pour lui, la Croatie voulait son indépendance, ce qui était tout à fait logique. Et comme on la lui refusait, il était normal d'aller combattre, de l'aider. Voilà. Pas d'idéologie? Ah non, absolument aucune. Non. Aujourd'hui, c'est Paul, son frère, qui veille sur sa mémoire sur les réseaux sociaux. Sur la page qui lui est consacrée, Jean-Michel a des milliers d'amis. Ça me permet d'être au courant sur beaucoup de choses concernant Jean-Michel. Et en plus, ça me permet de rencontrer des gens qui ont connu Jean-Michel ou qui ont des témoignages. Et je m'efforce de répondre à tout le monde quand je peux, je veux dire. C'est quand même quelque chose que je regarde tous les matins, c'est mon premier boulot. Les messages qui affluent chaque jour sur le site sont majoritairement postés depuis la Croatie, où l'histoire de Jean-Michel a fait l'objet de documentaires, de livres. Un projet de film est même en cours de développement. Bah, tiens, là, par exemple, tu vois, c'est la photo, c'est quand on était chez le président de la République. Il y a 2 ans, Jean-Michel est même devenu officiellement un héros national. Liliane et Paul ont reçu des mains du président croate la plus haute distinction militaire en son nom. Mais pourquoi de tels honneurs? Quel acte de bravoure a-t-il pu accomplir, lui qui n'a finalement combattu que 3 mois?
C'est en combattant à Vukovar que Jean-Michel a gagné ses galons de soldat, et c'est en y laissant sa vie qu'il est devenu une icône. Assiégé pendant près de 3 mois, Vukovar, la Croate, allait être totalement ravagée par les milliers d'obus serbes qui s'abattaient quotidiennement sur elle. Au plus fort de la bataille, 2000 défenseurs devaient faire face à plus de 80 000 assaillants. À Vukovar, Jean-Michel combattait aux côtés de Pacha, l'un des héros de la défense de la ville, l'une des grandes figures de la résistance, ici, à ses côtés. Avec Paul, il a accepté de revenir dans le quartier de Saïnichte, où il a combattu aux côtés de Jean-Michel. Paul, tu vois, ici, c'était des combats de rue. 50 mètres de distance entre eux et nous. On a réussi à tenir pendant 60 jours. Tous les jours, on perdait un camarade. Partout, il y avait des cadavres de civils, de chiens, d'animaux. Il y avait une odeur de mort avec tous ces cadavres. Nous ne nous étions pas lavés depuis 60 jours. Quel était le rôle de Jean-Michel ici? Il faisait quoi? On m'a dit qu'il était sniper Pour Jean-Michel, notre Jean-Michel, c'était pareil que pour les autres. Jean-Michel n'était pas le seul sniper. Pendant que l'on se retirait, Jean-Michel et les autres snipers étaient sur les toits à 50 mètres de là et devaient essayer de suivre les positions des snipers adverses. Jean-Michel était un bon soldat. Est-ce qu'il t'a parlé de... Est-ce qu'il a tué des Tchétniks? Peut-être qu'à la maison, chez lui, en France, il était timide, mais dans la guerre, l'homme devient un animal, comme un lion enfermé dans une cage. Il est obligé de se battre. Quand un de tes amis est tué et quand c'est cet ami qui t'a sauvé la vie la veille, tu deviens un animal. C'est un combat à la vie, à la mort. C'est quelque chose d'affreux. Je ne sais pas comment il était en France. Mais ici, il était très combatif. Pour moi, c'est un honneur de l'avoir connu. J'ai vraiment du mal à imaginer quels sont les idéaux qui peuvent pousser quelqu'un à partir combattre dans un pays étranger. C'est pour ça que je lui tire mon chapeau. Mais un tir d'artillerie eut raison de la volonté du Français de demeurer au front. Blessé à la jambe, quelques jours seulement avant la chute de Vukovar, il est transféré à l'hôpital. Cet épilogue a été filmé par une équipe de télévision française. Ces journalistes, qui travaillaient pour le journal de la 5, assistèrent à l'entrée des Serbes, dans la ville dévastée. Les derniers Croates rescapés du siège étaient chassés hors de Vukovar, quand ils n'étaient pas sommairement exécutés, en pleine rue. Ce nettoyage ethnique était confié au tristement célèbre Tchétnik serbe. Ces miliciens étaient chargés des basses œuvres de l'armée fédérale. C'est au milieu du chaos de cette fin de siège que les journalistes français Hervé Guéquier et Agnès Varagnan ont croisé Jean-Michel. 22 ans plus tard, les deux journalistes n'ont rien oublié de cette dernière interview du Français de Vukovar. Et là, on découvre Jean-Michel Nicolier, engagé volontaire, il le dit d'ailleurs, français. Et je me souviens qu'on a peu de temps à ce moment-là. On sait qu'on peut pas Ah rester mais on très longtemps. le voit quelques minutes, Jean-Michel Nicolier. Mais moi, je sens tout de suite que c'est pas un extrémiste. Je sens que c'est un petit jeune, qui veut faire le coup de feu, qui a envie de vivre une aventure extraordinaire. Qu'est-ce que vous faisiez dans Vukovar en tant que Français? Ah ben j'étais engagé, volontaire. Et puis, on l'a perdu. Tant pis. Pour vous, Vukovar, ça symbolise quoi exactement? Une boucherie. Une boucherie. Une boucherie. Moi, je pense que son engagement, c'est
l'addition de frustration. Il avait voulu être soldat, il n'a pas pu être soldat. C'est aussi sans doute un terrain de fracture personnelle et ancienne dans sa famille, hein, qui explique aussi qu'il soit parti loin et qu'il se soit cherché un destin exceptionnel. Je crois qu'il avait envisagé la mort. Je ne pense pas que ce soit un garçon absurde, stupide, pas du tout, pas fou non plus. Donc ça s'explique aussi par son histoire et par ce qu'il est allé chercher là-bas qu'il n'a peut-être pas eu chez lui. Vous avez peur? Non, je n'ai pas peur, c'est les soldats. Moi, je me considère aussi comme un soldat. C'est sûr qu'il y a des gens stupides de tous les côtés. Et alors maintenant, comment ça peut se passer? L'évacuation, vous y croyez? J'espère pour l'évacuation. Ouais, c'est l'armée fédérale qui doit organiser ça. Normalement, on devait partir aujourd'hui pour Zagreb. Tout le monde attend. J'espère. Mais Jean-Michel Nicollier n'a jamais été transféré à Zagreb. Je ne peux pas imaginer ce qui va se passer. Je lui dis d'ailleurs... ni pour lui, ni pour les autres. Donne-nous les coordonnées de ta mère, on va l'appeler, lui donner de tes nouvelles. Je suis sûre qu'on va te retrouver dans un camp de prisonniers aux alentours dans quelques temps. On en demandera, on te cherchera et on le laisse là à son destin parce qu'on n'a pas d'autre choix. Quelques heures seulement après cette interview, les prisonniers sont évacués en bus vers une bergerie située à 4 km à peine de Vukovar. Transformés depuis en musée, c'est ici que les prisonniers de l'hôpital ont été méthodiquement assassinés. Jean-Michel a-t-il été victime de ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier crime de masse du conflit en ex-Yougoslavie? Aujourd'hui encore, les circonstances de sa mort ne sont pas clairement établies. En octobre 92, à proximité de la bergerie, un charnier de plus de 200 corps a bien été découvert. Mais les corps de Jean-Michel et de 60 autres prisonniers de l'hôpital manquent à l'appel. 22 ans après, ils restent introuvables. Qu'est-il arrivé aux Français de Vukovar? Seul un survivant du massacre de la bergerie d'Ovtchara pouvait raconter les dernières heures de Jean-Michel. Ja sam Paul, brat Jean-Michel. Jel? Mi. Drago mi je. Avec Paul, nous avons rencontré Drago Berghofer. Il a témoigné à 5 reprises devant le tribunal pénal international de La Haye. Quand nous sommes sortis du bus, ils nous ont de nouveau disposés en colonne, en 2 rangées. Ici. Il y avait à peu près 8 soldats. Ils nous ont battus avec des gourdins, avec les pieds, des bâtons. Moi, j'ai été tabassé avec une béquille, prise à un des blessés. Il m'a frappé sur la tête. Il m'a cassé le crâne. Et après 1 heure, un gars rentre dans le hangar et il demande « Il est où le Français ?» Et Jean-Michel lui fait signe « Je suis là ». Et alors il l'a tabassé pendant 10-12 minutes, avec un gourdin ou un câble d'électricité, ou un bâton en bois, je ne sais pas exactement. Il faut voir qu'on était en tout 250 personnes dans ce hangar. Ça s'est passé à 5-6 mètres de moi. À ce moment-là, le milicien serbe lâche son surnom, Kemo. Il le battait, il le tabassait, et il lui disait « Je vais te montrer qui est Kemo ». Malgré ces révélations, le mystère demeure. Qui a tué Jean-Michel Nicollier? A-t-il succombé sous les coups de Kemo? Ce dernier n'avouera rien de son crime. Il est mort en 2005 sans jamais avoir été inquiété par la justice. En revanche, son témoignage aura permis la condamnation par le TPI de 2 officiers serbes. 20 ans d'emprisonnement pour Mile Mercic, pour meurtre et torture. 10 ans pour Veselin Šljivančanin, pour torture et crimes de guerre. En Serbie, 15 autres personnes ont été condamnées pour le massacre de la bergerie d'Ovtchara. Mais le meurtrier de Jean-Michel Nicollier n'a jamais été clairement identifié. Aujourd'hui, quel espoir pour Paul et Liliane de retrouver un jour le corps de Jean-Michel? La famille du Français n'a qu'une seule certitude.
Si on arrivait à retrouver le corps de Jean-Michel, vous aimeriez qu'il repose où? En France ou en Croatie? Ah non, certainement pas en France. Ah non, il n'a rien à faire en France. En France, ils l'ont laissé tomber. Non, non. Non, depuis le début, j'ai dit qu'il reposerait en Croatie. Oui. En Croatie, ce sont plus de 2300 personnes qui sont encore portées disparues. Dans un pays encore profondément traumatisé par la guerre, la recherche de la vérité demeure un long et douloureux chemin. Un calvaire pour les familles, un obstacle majeur à la réconciliation entre Serbes et Croates. Bonjour Julien Trida. Bonjour. C'est vous qui avez signé ce reportage. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette trajectoire? Je crois d'abord que dans un premier temps, ce qui m'a intéressé, c'était lui en tant que personnage, spontanément ce que j'en avais ressenti, avec ce sourire incroyable, avec cette espèce de douceur qui contrastait totalement avec le chaos dans lequel il s'était retrouvé. Donc ma première motivation, c'était de me dire comment un garçon qui a l'air tellement simple et tellement tendre, un peu romantique comme ça, se retrouve au milieu de l'enfer. Alors vous le disiez, à votre connaissance, Jean-Michel Nicollet n'a pas eu sa carte au Front National, n'était pas encarté dans ce parti. Mais certains disent encore aujourd'hui qu'il en partageait certaines des idées. Quel est votre avis là-dessus? Écoutez, c'est assez complexe dans la mesure où faut d'abord bien recontextualiser les choses. Le conflit en ex-Yougoslavie, c'était pour le Front National, pour l'extrême droite, le dernier grand conflit idéologique contre l'ennemi héréditaire communiste. Donc évidemment, aller combattre ce qu'ils appelaient les serbo-communistes, c'était devenu leur cheval de bataille, si j'ose dire. Donc évidemment, la tentation était grande pour l'extrême droite de récupérer le destin de Jean-Michel. Maintenant, si on fouille un petit peu ce que l'on a fait, si l'on enquête, non seulement évidemment ses proches démentent totalement toute appartenance à l'extrême droite, mais si on enquête même au sein des cellules du Front National de Vesoul ou de Haute-Saône, personne ne se souvient de lui, ni même par rapport à son histoire, ni jamais en ne l'ayant vu venir militer ou adhérer à un quelconque parti nationaliste ou d'extrême droite. Donc votre sentiment, c'est vraiment qu'il est parti là-bas, ni pour l'argent, ni pour les idées, mais pour l'aventure? Pour l'argent, c'est certainement pas. Il faut savoir que là-bas, les engagés volontaires étrangers étaient payés une misère, hein, tout juste de quoi acheter des cigarettes. Donc certainement pas pour l'argent. Par idéologie, non, manifestement pas. D'ailleurs, il le dit à de multiples reprises. Par contre, il y avait sûrement un idéal un petit peu romantique derrière tout ça, une certaine peut-être idée de l'Europe aussi. Il en parle dans le reportage envoyé spécial il y a 20 ans. Donc je pense qu'il était plutôt parti là-bas avec des vertus assez nobles. Il y a beaucoup de Français qui sont partis combattre en Croatie. Est-ce qu'on a des chiffres? Alors c'est difficile de quantifier très exactement le nombre de Français partis là-bas. On sait qu'il y a environ 500-550 étrangers volontaires qui sont partis se battre en ex-Yougoslavie, d'une vingtaine de nationalités différentes. Essentiellement des Européens? Essentiellement des Européens, des Allemands, des Anglais, des Français, majoritairement. Maintenant, réussir à dire exactement combien de Français sont passés là-bas, c'est très difficile, puisque, vous le comprenez bien, au début de ce conflit, on est vraiment dans des armées de fortune qui se constituent un petit peu au jour le jour et dans lequel il n'y a pas forcément de liste d'engagement très bien tenue. Donc, il y a certainement des Français qui ont fait des passages là-bas et dont on n'a pas gardé la trace, d'autres qui ont laissé leur vie, on le sait, et d'autres, et c'est amusant, qui eux, 20 ans après, sont carrément restés là-bas et vivent encore en Croatie. Est-ce qu'on sait combien de ces engagés volontaires européens sont morts dans ce conflit? Oui, c'est un chiffre et une statistique qui révèle à combien les étrangers volontaires étaient exposés, puisque sur les 500 étrangers, un tiers a été tué au combat, un tiers a été blessé, grièvement blessé. Donc ça veut dire qu'on est dans des proportions qui sont très importantes et ça montre à quel point les engagés volontaires dont faisait partie Jean-Michel étaient systématiquement envoyés au front. Combat. Comment est-ce que vous expliquez que Jean-Michel Nicollet soit devenu un héros aujourd'hui en Croatie? Pourquoi lui? D'abord, je pense que comme tout peuple, après une période de guerre et qui a besoin de se construire une histoire, qui a besoin de se construire une mythologie, on se cherche des héros, des figures.
Alors les défenseurs de Vukovar sont pour les Croates tous des héros. À peu près tous des héros, absolument. Quels que soient finalement leurs actes de bravoure, le simple fait d'avoir qu'ils été aient à Vukovar, participé, voilà, avec une telle dans une bataille où c'était David contre Goliath, hein, c'était véritablement de simples civils qui s'armaient au jour le jour pour faire face à une armée surarmée justement. Donc je pense que finalement Jean-Michel devient le symbole de cette guerre et une espèce d'icône. Probablement parce que justement, il est le symbole des étrangers qui ne sont pas allés les aider. Il est celui qui a entendu leur appel. Est-ce que vous pensez qu'un jour on saura toute la vérité sur la mort de Jean-Michel Nicollier? Et là, c'est très difficile à dire. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que aujourd'hui, il reste 2300 personnes qui sont encore portées disparues en Croatie. Pour le simple meurtre, crime d'Ovčara, de cette ferme de Chara où était Jean-Michel. Sur les 260 prisonniers de l'hôpital qui ont été évacués et probablement exécutés, il manque encore 60 corps à identifier. Donc, à savoir ce qui leur est arrivé, c'est forcément difficile. Il y a peu de témoins. Et puis, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, les seuls qui peuvent donner ces éléments, qui peuvent dire où sont les corps, ce sont les Serbes, ce sont les bourreaux serbes. Et eux, bien entendu, soit ont disparu dans la nature, soit, et c'est plus grave, sont aujourd'hui protégés par la justice serbe pour avoir témoigné contre leurs supérieurs, pour avoir témoigné contre leurs complices. Et donc aujourd'hui, nombre de ces petits bourreaux de guerre, de ces petites mains, jouissent d'une impunité presque totale. Merci Julien Trida pour ce reportage et pour votre témoignage. La semaine prochaine, la suite d'un nouveau reportage d'Envoyé spécial La Suite. Regardez tout de suite un extrait. Chaque année, c'est plus d'1 500 000 conteneurs qui débarquent dans les ports français. Les marchandises qu'ils contiennent sont-elles contaminées? Qu'en est-il des fruits et légumes qui arrivent du monde entier qui se retrouvent dans notre assiette? Il y a 5 ans, nous avions constaté que les enseignes de la grande distribution ne contrôlaient qu'une infime partie des fruits et légumes importés. Toulouse, un laboratoire spécialisé dans la recherche de pesticides. Ici, la grande distribution ou encore des importateurs de nourriture viennent de temps en temps faire analyser des produits. En fait, on a de tout. On a du maïs, des fruits et légumes, du frais, des yaourts, du blé. Ça, c'est des échantillons de maïs. Rien ne les y oblige, c'est de l'autocontrôle. Mais les produits ont beau être passés au peigne fin, ces analyses ne représentent qu'une goutte d'eau par rapport à tout ce qui est vendu sur le marché de l'agroalimentaire. Tout laboratoire confondu, c'est moins de 1% des denrées qui sont analysées chaque année en France. À notre connaissance, ce type de contrôle ne s'est pas intensifié. Alors, nous avons voulu savoir s'il y a un risque de retrouver un pesticide interdit dans nos fruits et légumes. Au hasard, dans un supermarché parisien, nous avons acheté 3 produits. Des haricots verts du Kenya, des pêches du Chili et des concombres de Jordanie. Nous les avons fait analyser. Et surprise, le laboratoire a retrouvé un pesticide interdit en France depuis 2009. La carbendazime, une molécule qui a un effet perturbateur pour l'organisme et qui est potentiellement cancérigène pour l'homme. Précisément, elle se cachait dans les concombres de Jordanie. Il aura donc suffi d'acheter 3 aliments pour en trouver un contaminé par un pesticide interdit en France. C'est la fin de cette émission. Merci d'être resté avec nous. Très bon après-midi sur notre chaîne et à très vite. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages, rendez-vous sur France2.fr.